Gilles Inattendu, c'est la nouvelle exposition que nous avons le plaisir de présenter à la Galerie Gallimard, autour bien entendu de la personnalité d'André Gide, dont nous fêtons cette année l'anniversaire des 150 ans de la naissance. Alors André Gide, évidemment, c'est une personne très importante pour l'histoire de la littérature, l'histoire de l'édition, puisqu'il est aussi lié à la création de la Nouvelle Revue Française, d'abord, qui a été sa revue, celle de ses amis, grande revue de littérature et de critique, qui existe encore et qui a été fondée en 1908-1909, et bien sûr, par voie de conséquence, dans son prolongement de la maison Gallimard. Alors pourquoi Gide l'Inattendu? Bon, c'est un titre d'exposition qui a plusieurs sens, d'une certaine façon. Je dirais que d'abord, ça désigne un état d'esprit. L'état d'esprit d'André Gide, qui, on le voit très bien d'ailleurs dans l'exposition, s'est efforcé de se rendre disponible à l'inattendu. C'est-à-dire qu'il explique que finalement, sa poétique à lui, sa façon d'aborder la littérature, ça relève quand même d'une certaine vocation à se rendre disponible à la pensée des autres, à toute la réalité dans sa diversité, à l'arc-en-ciel des sensations, des sentiments. Voilà. Donc l'écrivain fait comme le vide en lui, c'est peut-être un peu extrême de dire ça, mais il y a quand même cette idée-là, pour précisément absorber ou se rendre disponible à toute la réalité. Voilà. Et la réalité, c'est l'inattendu. C'est ce qui s'oppose à nous, c'est ce qui dépasse un peu notre stricte intimité, notre subjectivité. Alors, c'est ça, j'ai dit inattendu. Voilà. Et la sélection des documents qui sont présentés dans cette exposition témoigne en permanence de cet état d'esprit. L'inattendu, c'est aussi ce qui, d'une certaine façon, échappe à la compréhension. L'inattendu, c'est la part d'obscur en nous. Et Gide a toujours cherché, c'est ce qu'on appelle son classicisme moderne, a toujours cherché l'équilibre entre ce que nous maîtrisons, notamment par la forme classique de la littérature, par la bonne expression, ce que nous savons dire, et ce qui nous échappe, ce qui nous échappe à nous-mêmes, cette part d'obscurité. Il ne faut pas oublier que Gide est un lecteur de Freud, qui appartient à cette génération qui s'est intéressée au tréfonds de l'âme, d'une certaine façon. Donc l'inattendu, c'est ça. Et avec ses camarades de la NRF, il a créé quelque chose qu'il appelait le roman d'aventure. Ce n'est pas le roman d'aventure vraiment au sens où on l'entendrait aujourd'hui, c'est le roman d'aventure aussi intérieur, ce qui échappe un peu à la chronologie commune, voilà, ce qui nous réserve des surprises. Et puis l'inattendu, tout simplement, c'est le troisième sens, c'est qu'on s'est fait plaisir à travers cette exposition et qu'on a été chercher des documents rares, inédits, parfois, en tout cas très peu connus, pour la plupart, autour d'André Gide. Ce qui nous a permis de finalement dresser un portrait dans notre galerie d'un André Gide qu'il est urgent, plus que jamais, de lire et de relire, puisqu'il est vraiment déterminant dans tout ce que la littérature est encore aujourd'hui. Et la société. Alors on a réparti ces œuvres et ces documents en trois grandes catégories. Une première partie qui est consacrée évidemment aux premières années d'André Gide, où on va découvrir des choses assez extraordinaires, notamment sa première publication, qui date de 1889. C'est dans une petite revue qui s'appelle Potache Revue, qui est évidemment rarissime, et où Gide apparaît encore sous pseudonyme comme l'auteur d'un petit poème. Et puis on a son premier livre, Les Cahiers d'André Walter, dans son édition d'origine, et qui est dédicacé à l'un de ses amis très très proches, qui deviendra son beau-frère, et qui s'appelle Marcel de Rouen, quelqu'un de grande intelligence, germaniste, philosophe, major à l'école normale supérieure, à l'entrée comme à la sortie, et dont nous allons publier au mois de novembre la correspondance totalement inédite. Il y a beaucoup de correspondances qui ont été publiées de Gide, et celle avec son ami et beau-frère Drouin est certainement une des grandes dernières qui reste à publier. Et d'ailleurs, les citations qui accompagnent cette exposition sont toutes extraites, elles sont donc toutes inédites, de cette correspondance qui est formidable, parce que c'est une correspondance de formation, bien entendu, esthétique et poétique. Voilà. Et donc, nous avons l'exemplaire des Cahiers d'André Walter, qui est la première œuvre publiée par Gide, en volume, dédicacée à son ami Drouin, ce qui est exceptionnel, c'est un exemplaire qui n'était pas connu. Bon, évidemment aussi beaucoup de lettres d'enfance, et des lettres notamment qu'il adressait à sa cousine Madeleine Rondeau, qui deviendra son épouse. Et on sait qu'un peu plus tard, quand Gide découvrira, Madeleine découvrira ou se fera confirmer d'une certaine façon la double vie d'André Gide et son homosexualité,
On sait que Madeleine a brûlé l'intégralité des lettres que son cousin Gide et son mari Gide lui envoyaient, ce qui évidemment pour Gide a été un drame absolu de sa vie. Voilà. Alors nous n'avons évidemment pas ces lettres de Gide à sa cousine, mais nous avons des lettres de la cousine à Gide, voilà, qui témoignent évidemment cette relation de façon indirecte. On a aussi un magnifique album d'images d'Épinal du jeune Gide. Gide collectionnait ces images, il les découpait dans un magnifique album, et on voit notamment toute la passion qu'a déjà Gide pour le monde de la nature, avec des planches entières de papillons découpés. On sait à quel point tout ça comptera dans l'univers intellectuel et esthétique de Gide, qui sera lui-même un chasseur de papillons, un collectionneur de papillons. D'ailleurs, en témoigne son filet à papillons, que nous présentons dans cette exposition dans une autre section et qui vient de son voyage au Congo. Il l'avait emporté avec lui. La deuxième section est une section qui vraiment met en avant cette disponibilité de Gide à ce qui lui est étranger, tout simplement par sa passion pour la littérature étrangère. On le sait peu, mais Gide a été un traducteur de Shakespeare, de Tagore, voilà. Et il a été aussi un des grands introducteurs, d'une certaine façon, de très grands auteurs de la littérature étrangère en France, qui comptent évidemment encore beaucoup aujourd'hui. Alors il y a plusieurs exemples, je ne peux pas tous les citer. Il y a un magnifique portrait de Rilke, par exemple, avec des commentaires de Gide à son verso sur son ami, qui a été Rayan Maria Rilke lorsqu'il séjournait à Paris. Mais il y a surtout deux photographies, l'une d'Oscar Wilde et l'autre de son ami Lord Douglas, les deux étant dédicacées à André Gide. Donc il faut savoir que Gide a été l'ami très proche d'Oscar Wilde, notamment lorsqu'il Wilde était à Paris. La photo dédicacée de Wilde, d'ailleurs, date de cette époque-là. On est en 1891. Et puis, quelques années plus tard, il retrouve Wilde en Algérie, dans ses voyages en Algérie. Et Wilde, d'une certaine façon, confirme Gide à son homosexualité, en lui confiant un jeune musicien. Évidemment, ça nous choque beaucoup à notre époque, mais c'est bien ce qui se passe. Et c'est ce que Gide racontera dans Si le grain demeure, sans réticence, sans censure. Voilà, cet aveu d'homosexualité. Et Gide a été d'ailleurs l'écrivain qui, dans ses œuvres, le premier, a assumé totalement son homosexualité, notamment en racontant cet épisode avec Wilde, ce que ne fera pas Wilde. Donc on voit bien qu'à travers ces relations littéraires, esthétiques, se jouent aussi des questions sociales, sociétales, on dirait aujourd'hui, absolument décisives, puisque cet aveu d'homosexualité conditionne évidemment beaucoup de choses. Après, dans le prolongement de ces grands, dérangeurs, pardon pour le néologisme, qui nous met dans ces promoteurs d'un certain inconfort social qu'a été Gide, ou elle est bien sûr d'une autre façon, même Proust pourrait. Bon. Voilà, donc ça en témoigne très nettement. On verra il y a évidemment d'autres personnalités comme ça qui sont évoquées. J'en citerai une particulièrement, un peu d'ailleurs dans la même idée, la même époque, qui est Walt Whitman. Walt Whitman est un immense écrivain américain du siècle dernier, du 19e siècle, du siècle dernier par rapport à celui d'André Gide. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a en ce moment, de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, à la Morgan Library, une exposition qui fait écho à la nôtre, d'une certaine façon, c'est une exposition sur Whitman, dans laquelle il est fait référence des relations entre Whitman et Oscar Wilde. Alors que nous avons ici, nous, des relations entre l'œuvre de Gide, l'œuvre de Whitman et l'œuvre de Wilde. Tout ça, évidemment, là encore, dans un environnement littéraire et esthétique qui promeut une relation renouvelée à la nature, à la sensation et à la sexualité libre. Voilà. Donc tout se tient d'une certaine façon. Enfin, dans cette partie-là, consacrée à la littérature étrangère, on a cet immense plaisir de pouvoir exposer pour la première fois les masques mortuaires qui étaient la propriété d'André Gide, des masques mortuaires d'écrivains étrangers. Il y a un masque mortuaire de Dante, de Goethe, de Beethoven, et de Léopardi. Le Léopardi est connu parce qu'on le voit souvent reproduit dans les photographies que Gide, représentant Gide dans son appartement rue Vaneau, dans le 7e arrondissement. Et donc le max de Léopardi était très important pour Gide. Il est là présenté dans notre exposition. Et tout ça a un sens. En réalité, pour Gide, qui est lié à cette question de l'inconnu, pour Gide, le masque de Goethe, a une importance particulière. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, en 1942, Gide va préfacer le théâtre de Goethe qui paraît dans la bibliothèque de la Pléiade. Et cette préface est une préface très orientée. C'est une sorte de message envoyé aux Allemands
où Gide explique que, à la fois, Goethe est la plus belle des choses, et le modèle de l'écrivain dominant la réalité humaine, confiant dans la réalité humaine, dans la beauté du lien, et dans l'harmonie, d'une certaine façon, du lien entre l'homme et la nature, indépendamment de toute grâce divine, de tout son appel à toute transcendance divine, mais qu'en même temps, le reproche qu'on peut faire à Goethe, c'est de mépriser la part d'inconnu en nous, voilà, la part d'ombre en nous. Il n'y a pas d'inconfort chez Goethe. Voilà. Et il s'appuie pour faire cette démonstration. Alors évidemment, on voit le message aux occupants, hein. C'est en négligeant notre part d'ombre qu'on laisse toute la place à la part d'ombre. Voilà. L'occupation allemande s'explique aussi par cette face cachée, inavouée, inassumée d'un peuple, d'une nation, qui est celle qui occupe la France à cette époque-là. Bon. Vous allez me dire, le détour est un peu... Voilà, ce sont les moyens des écrivains. Ah, c'est ainsi que les écrivains s'expriment. Et dans cette préface du théâtre de Goethe, qui est un texte absolument magnifique, Gide s'appuie sur ces masques mortuaires pour expliquer ça. Il décrit le masque mortuaire de Goethe, qu'il avait donc sous les yeux dans son appartement, comparativement à celui de Léopardi, à celui de Beethoven et à celui de Dante, qui pour lui sont des masques beaucoup plus inquiets, beaucoup plus troubles, alors que Goethe est un masque en majesté, d'une certaine façon, qui ne s'inquiète pas. C'est un peu ça l'idée. Toujours la question de l'inconnu. Enfin, dans une troisième partie, nous évoquons cette dimension de l'inattendu, de cette ouverture à l'inattendu, plus dans une dimension peut-être moins littéraire, mais plus sociale, qui rend justice à l'engagement d'André Gide dans les années 20 à 30, qui avait d'ailleurs été annoncé par un certain nombre de notations qu'on connaît de lui, autour notamment de la question du colonialisme européen dans les pays africains, et c'est ce qui explique d'ailleurs son voyage au Congo, qui a fait l'objet et au Tchad, qui a fait l'objet de 2 livres, bien connus, voilà, où il dénonce l'activité des Occidentaux et des Français en particulier dans les colonies africaines, et notamment des grandes concessions exploitant les richesses et exploitant évidemment les populations, voilà, et méprisant les populations. Et également dans son approche aussi de ce qu'a été l'expérience soviétique du communisme, qui a constitué dans le climat antifasciste des années 30, de lutte antifasciste des années 30 auquel Gide était totalement intégré, impliqué avec son ami André Malraux. Évidemment, il a été compagnon de route du communisme, et il en est revenu une fois qu'il a fait ce voyage en URSS, au milieu des années 30, et où il a constaté que derrière cette volonté d'universalité et de combat du totalitarisme fasciste, nazi, bien entendu, se cachait une autre forme de totalitarisme et de non-respect des libertés individuelles. Or, sans liberté individuelle, il n'y a pas d'humanité, selon Gide, et a fortiori, il n'y a pas de culture. Donc, il parle en tant qu'homme aussi bien en tant qu'écrivain sur cette question-là. Donc, nous évoquons aussi cet aspect-là qui, pour moi, est totalement lié à cette disponibilité à l'inattendu. C'est-à-dire que je me suis dépris de ma morale, c'est-à-dire de ce qui doit être versus de ce qui est, dans ma conception intime, pour m'ouvrir à ce que peut être la réalité de l'organisation collective des hommes dans des situations qui sont celles de la colonisation ou celles du totalitarisme soviétique. Et je comprends ce qui s'y passe. C'est aussi mon rôle d'écrivain. Voilà, donc tout un ensemble de documents qui témoignent de toutes les métamorphoses, je dirais, de cette disponibilité au contact de la réalité sociale, mais aussi d'une réalité plus vécue, plus intime, plus sensuelle, qui caractérise aussi l'homme et l'écrivain André Gide, dont témoignent beaucoup de ses livres.